Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger un exercice sur les équations de Maxwell qui s'appelle chauffage par induction. Donc on étudie un dispositif qui permet d'expliquer un petit peu comment chauffer un cylindre métallique par induction électromagnétique. Donc on a une bobine qu'on va modéliser par un solénoïde infini. Donc deux rayons qu'on va noter dans la suite grand R, deux longueurs petit l et qui va contenir n spires. Et donc, qui est parcouru par un courant qui est alternatif, contrairement au cas de la magnétostatique, qui s'écrit I0 cos oméga t. Et donc, l'idée va être de calculer le champ électrique induit par ce courant alternatif dans le solénoïde et de regarder ce qui se passe au niveau du métal que l'on veut chauffer, le métal que j'ai placé au milieu de la bobine. Ce métal, il est de rayon qui s'appelle petit a et de hauteur H, ici, très grande devant A, et de conductivité électrique gamma. Et donc on se place dans la RQS, donc faire un schéma et donner sans calcul l'expression du champ créé par la bobine. Bon, le champ créé par la bobine dans la RQS, donc qui consiste à négliger les temps de propagation, et bien le champ, l'expression du champ est la même qu'en magnétostatique, du champ B ici, est la même qu'en magnétostatique, mais simplement avec un I qui dépend du temps. Donc on en déduit que le champ B à l'intérieur du solénoïde est égal à mu0 n I de t, selon EZ, où EZ est un vecteur ici collinaire à l'axe du cylindre au Z, ici, avec n qui est le nombre de spires par unité de longueur, qui est grand N sur petit l, et le champ à l'extérieur. On a admis qu'il était nul dans le modèle du solénoïde infini. Ça, c'est le modèle du solénoïde infini, donc valable si L est très grand devant le rayon, notamment, et qu'on se place loin des bords. Très bien. Donc maintenant, on nous demande de justifier qu'un champ électrique apparaît au sein de la bobine, en déduire qualitativement pourquoi le métal placé au centre chauffe. Eh bien, on a l'équation de Maxwell-Faraday qui nous dit que le rotationnel de E est égal localement à moins dB sur dt. Donc comme B dépend du temps, eh bien, on en déduit que dB sur dt est non nul, et donc il apparaît un champ E qui va en fait s'enrouler autour de B, au vu de qui s'enroule autour de B, au vu de l'expression du rotationnel. Et donc ce champ est non nul, il va être porté par Eθ, comme on va le voir dans la suite. Et donc, pourquoi est-ce que le métal placé au centre chauffe? Bon, une fois qu'on a un champ E, on a alors J qui est égal à gamma E dans le métal, puis la puissance joule volumique, puis puissance volumique, qui est égale à J scalaire E, qui est donc égal à gamma E carré, qui est non nul. Donc on a de l'énergie dissipée par effet Joule dans le métal. Et c'est un petit peu l'objectif de cet exercice que de calculer cette énergie dissipée dans le métal. Et donc ça explique pourquoi le métal placé au centre va chauffer. Justifier proprement que le champ électrique induit est de la forme Eθ de RT Eθ, donc on va le faire proprement. Donc on a l'équation de Maxwell-Faraday qui est que ρ de E, pardon, c'est pas grave, ρ de E est égal à moins dB sur dt. Et donc on a admis dans le cours que un plan de symétrie de B ou d'antisymétrie réciproquement de B est plan d'antisymétrie
ou de symétrie de E. Ça, c'est dû au fait, à l'écriture en rotationnel de E. Le rotationnel de E, je vous rappelle que quand on veut le retrouver en coordonnées cartésiennes, on utilise le pseudo-vecteur nabla, nabla vectoriel E. Et donc, à cause de ce nabla vectoriel E, en fait, on se retrouve avec l'idée qu'on a un pseudo-vecteur comme le champ magnétique. C'est un petit peu technique. Mais donc, nous, on admet ce résultat, qui est qu'un plan de symétrie de B est un plan d'antisymétrie de E, premièrement, et ensuite que les invariances de B se retrouvent dans les invariances de E. Donc ceci étant dit, eh bien, on va reprendre notre situation ici, et on va essayer de trouver les symétries de B et les invariances de B pour en déduire les symétries de E. C'est un petit peu différent de ce qu'on a pu faire en magnétostatique, où on cherchait les symétries des courants pour en déduire les symétries du champ. Là, on part des symétries d'un premier champ pour en déduire les symétries du deuxième champ. Donc je vais enlever mon métal, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et donc je vais prendre un point M n'importe où dans l'espace, repérer avec sa distance à l'axe petit r, en coordonnées cylindriques par les vecteurs ER, Eθ, Ez. Et donc je sais que le champ magnétique, il est uniforme dans le solénoïde. Et il s'écrit selon Ez. Donc on va trouver facilement un plan de symétrie. On a donc que MEREZ est un plan de symétrie de B. Donc un plan d'antisymétrie de E. Et donc comme c'est un plan d'antisymétrie de E, on a directement que E, c'est un Eθ de Rθz selon Eθ, puisqu'il va être orthogonal à ce plan MERZ. Et ensuite, on a que B, la norme de B tout du moins, est invariante par rotation d'angle θ et par translation selon EZ. Donc, il en est de même pour E. En norme, tout du moins. Et donc, on en déduit finalement que E est bien comme annoncé dans l'énoncé, un Eθ de R selon Eθ. Alors, maintenant qu'on a fait cela, on me demande d'en déduire le champ E en utilisant l'équation locale de Maxwell-Faraday, donc c'est-à-dire en utilisant l'équation à l'aide du rotationnel. Donc, on a un rotationnel de E qui est égal à moins dB sur dt, avec le rotationnel de E. On va utiliser la donnée de l'énoncé, et on va garder uniquement la composante non nulle dans ce rotationnel. Donc nous, on a un E qui est un Eθ. Donc déjà, tout ce qui est EZ et ER, c'est éliminé. Et ensuite, on a Eθ qui ne dépend que de R. Donc Eθ ne dépend pas de Z. Et donc, il nous reste un seul terme. Donc ρ de E égale 1 sur R. D sur dr de R Eθ, selon EZ. Ça tombe bien puisque B est porté par Z. Et donc dB sur dt, c'est égal à d sur dt de mu0 n i de t, selon EZ. Donc on peut mettre le moins ici. Et donc c'est égal à moins d sur dt de mu0 n i0 cos oméga t selon EZ. EZ est un vecteur de la base cartésienne. Donc ici, il sort de la dérivée. Et donc il nous reste moins mu0 n plus du coup oméga i0 sin oméga t selon EZ. La dérivée du cos me donne moins sin, avec le moins que j'avais devant, ça fait sortir, ça enlève le signe. Et donc Maxwell-Faraday finalement me donne que 1 sur R d sur dr de r Eθ
selon EZ est égal à mu0 n oméga I0 sin oméga t selon EZ. Donc maintenant, on va intégrer ça. On se retrouve avec rond sur rond R de Rθ qui est égal à mu0 n oméga I0 sin oméga t fois petit r. On primitive, et alors il faut être très vigilant quand on primitive, puisqu'on a une dérivée partielle à gauche. Donc rien ne nous dit qu'il n'y a pas une constante du temps, donc ça fait Rθ est égal à mu0 n oméga I0 sin oméga t fois R2 sur 2, plus une constante qui est ici en fait une fonction du temps, puisque si je dérive une fonction du temps par rapport à R, partiellement, ça va bien me faire 0. Ensuite, je divise par R, j'en déduis que Eθ est égal à mu0 n oméga I0 sin oméga t fois R sur 2, plus f de t sur R. Et maintenant, comment je détermine la constante? Eh bien, on sait que Eθ de 0 ne doit pas diverger, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de particularité dans mon solénoïde en R égale 0, donc j'en déduis que ma fonction f de t ne peut en fait qu'être nulle. Et j'ai déterminé mon champ à l'intérieur, qui s'écrit mu0 n oméga I0 sin oméga t fois R sur 2 selon Eθ. Alors ça c'est à l'intérieur, ici. À l'extérieur, on sait que B est nul. Donc on se retrouve avec ρ de E qui doit être nul. Autrement dit, 1 sur R, d sur dr de Rθ doit être nul. Et donc dans ce cas-là, on se retrouve avec tout simplement Rθ qui doit être égal à une fonction du temps. Et on admet la continuité de E, puisqu'ici on a une nappe volumique, il n'y a pas de raison d'avoir une discontinuité. On admet la continuité de E, de Eθ. On n'a pas encore donné les relations de passage, mais ici on pourrait, avec les relations de passage, montrer que Eθ est continu en petit r égale grand R. Et donc on en déduit que Eθ de Rt est égal, donc tout simplement, que Eθ de R plus est égal à Eθ de R-. Eθ de R+, c'est tout simplement G de T sur grand R. Et Eθ de R-, c'est mu0 n oméga I0 sin oméga T fois grand R sur 2, au vu de ce qui a été calculé avant. Et donc j'en déduis que G de T est égal à mu0 n oméga I0 sin oméga T fois R2 sur 2. Et enfin, le champ électrique à l'extérieur, c'est G de T sur R, donc ça me fait mu0 n oméga I0 sin oméga T R2 divisé par 2R selon Eθ. Voilà, le calcul il est assez long, mais il n'est pas très compliqué si vous le faites proprement. Il faut bien écrire les symétries de B pour trouver les plans de symétrie de E, écrire votre rotationnel, intégrer et trouver les constantes pour s'en sortir proprement. Alors dans la question suivante, on va retrouver en fait l'expression précédente en utilisant la forme plus intégrale de cette équation de Maxwell-Faraday. Évidemment, le jour d'un concours, il faudrait choisir la méthode que vous préférez. Donc là, on va repartir de cette situation ici. Et donc Maxwell-Faraday, sous forme locale, nous donne que ρ de E est égal à moins dB sur dt. Et donc pour passer à la forme intégrale, on va prendre l'intégrale sur une surface ds du rotationnel de E. Et de l'autre côté, on va prendre l'intégrale de dB sur dt scalaire ds. Évidemment, le ds ne va pas être choisi n'importe comment. La surface va être une surface délimitée par un contour. Le contour va être ici un cercle de rayon petit r et orienté dans le même sens que
que les spires pour pouvoir compter positivement le flux de B à travers la surface ainsi définie. Ça, c'est ma surface ainsi définie. Et alors, comment on obtient le théorème intégral? Il faut utiliser le théorème de Stokes, qui me dit que l'intégrale sur la surface que je viens de définir en orange, c'est la même chose que la circulation sur le contour de E scalaire dl, le contour fermé, ici, qui s'appuie sur la surface, qui doit donc être égal à moins l'intégrale sur cette même surface de dB sur dt produit scalaire ds. Le contour, eh bien, c'est un cercle de rayon petit r et de centre h, le projeté orthogonal de m sur l'axe de rotation. Donc on en déduit assez facilement que l'intégrale de E scalaire dl, c'est égal à 2pi r Eθ de RT, dans la mesure où E ne dépend que de R ici, et qu'on intègre un rayon fixé, donc on peut le sortir de l'intégrale. Et dB sur dt, c'est égal tout simplement, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, enfin moins dB sur dt à mu0 n oméga I0 sin oméga t. Et donc, ça c'est indépendant de z, donc l'intégrale sur la surface va se faire assez facilement. Et donc, on va faire une disjonction de K. Donc, soit R est plus petit que grand R, soit R est plus grand que grand R. Si R est plus petit que grand R, eh bien l'intégrale moins l'intégrale de dB sur dt scalaire ds, ça va me faire moins dB sur dt fois produit scalaire pi petit r carré Ez. Voilà. Et donc ça va me faire tout simplement mu0 n oméga I0 sin oméga t fois pi r carré. Et si R est plus grand que grand R, le champ n'est non nul que sur la zone de rayon grand R. Donc ça va me faire fois pi r carré Ez, puisque le champ est nul sur toute cette zone ici du cercle. En dehors, dans cette zone, on a B égale 0. Donc le flux de B à travers cette surface est forcément nul. Et donc il me reste directement mu0 n oméga I0 sin oméga t fois pi r carré. Et en divisant par 2pi petit r, on en déduit. Si R est plus petit que R et R est plus grand que R, assez facilement le Eθ. Il suffit de diviser par 2pi r, le pi se simplifie. Il me reste bien mu0 n oméga I0 sin oméga t R sur 2, ce qu'on a obtenu tout à l'heure. Et ici, il va bien me rester mu0 n oméga I0 sin oméga t fois grand R carré sur 2 fois petit r. Et on a bien obtenu 2 fois le champ comme précédemment. Voilà, donc maintenant qu'on a le champ, on peut en déduire la densité volumique de courant dans le matériau, puis l'expression de la puissance volumique dissipée par effet Joule. Donc on a J est égal à gamma E, donc à l'intérieur évidemment, le métal étant placé à l'intérieur. On a donc J qui vaut mu0 n oméga I0 sin oméga t R le tout fois gamma, divisé par 2, selon Eθ. Et donc la puissance volumique, c'est J scalaire E. C'est donc pareil que gamma E carré. On peut l'obtenir de cette manière-là. Et donc ça fait gamma fois mu0 carré n carré oméga carré I0 carré sin carré oméga t fois R2 sur 4. Donc voilà pour la puissance volumique ici. On me demande où est-ce que le métal va fondre en premier. Eh bien on voit que la puissance volumique
elle croît avec R en R carré. Donc, le métal va fondre sur les bords en premier. Puisque c'est là que la puissance volumique va être la plus forte, tout simplement. Et donc, enfin, pour finir cet exercice un petit peu long, on me demande d'intégrer l'équation précédente pour obtenir la puissance instantanée joule dans le conducteur. Donc, notre conducteur, c'est un cylindre de rayon petit a et de hauteur petit h. Donc, pour obtenir la puissance joule, eh bien, c'est l'intégrale sur le volume de la puissance volumique fois d taux, avec en cylindrique l'élément de volume d taux qui s'écrit R dr dθ dz. Et donc ici, étant donné que j'ai uniquement une dépendance en petit r, je peux déjà intégrer les coordonnées selon θ et z. Donc ça me fait 2pi h r dr. Et donc j'en déduis que la puissance joule ne devient plus que l'intégrale de petit r égale 0 jusqu'à grand A, de gamma mu 0 carré n carré oméga carré I0 carré sin carré oméga t sur 4 fois 2pi h R3 dr. Et donc, si on fait le calcul proprement, on peut quasiment tout sortir de l'intégrale. L'intégrale de R3 va me faire R4 sur 4. Et donc, 4 fois 4, 16, il va me rester un 8. Donc, ça va me faire gamma mu 0 carré n carré oméga carré I0 carré sin carré oméga t. Le pi va rester. Le 2 va donner avec le R4, ça va me faire un pi h à 4 sur 8. Et donc, la puissance moyenne, eh bien, la moyenne du sin carré, c'est 1,5. Donc, il me reste ici gamma mu 0 carré n carré oméga carré I0 carré pi h à 4 sur 16. Voilà pour la puissance joule moyenne dissipée dans le conducteur. Donc voilà pour cet exercice très complet. J'ai essayé d'aller doucement, de bien faire les deux méthodes, méthode locale, méthode intégrale pour calculer le champ E. C'est vraiment les choses que vous devez savoir faire dans ce chapitre. Donc j'espère que la correction était claire, que ça peut vous aider, que ça vous plaît. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.